Nous allons maintenant passer la parole à Madame Harmonie Roche qui va nous expliquer comment les transitions justement environnementales peuvent créer des synergies sur un territoire. Oui, bonjour tout le monde, le Finistère est en force aujourd'hui. L'approche pour aujourd'hui, ça va être vraiment non pas de parler de ce que c'est qu'une agence d'attractivité et de ce qu'on peut faire sur un territoire, mais vraiment d'avoir ce focus transition. Nous, on s'est fortement investi sur ces thématiques depuis l'an dernier et on s'est aperçu très très rapidement qu'il y avait beaucoup d'attentes territoriales et que c'était un très beau sujet, un très beau prétexte quelque part pour mettre autour de la table des tas de gens qui d'habitude se parlent pas ou pas assez. Et donc ça prend très très vite et très très fort. Donc c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Hop. Alors déjà un petit... Super. Un petit focus sur ce qu'on entend par transition, comment nous on a choisi de l'interpréter en tout cas. Alors je vous ai remis les ODD, c'est la 3e fois que vous en entendez parler ce matin, donc pour ceux qui n'ont pas encore découvert, précipitez-vous sur votre moteur de recherche préféré qui ne commence pas par un G, et vous allez pouvoir voir que c'est vraiment très intéressant quand on veut conduire des politiques publiques de se baser sur ces ODD, tout simplement parce que c'est une vision du développement durable qui sort vraiment de la vision classique où on parlait globalement uniquement d'environnement. C'est un mot qui me plaît pas beaucoup parce que c'est très anthropocentré, mais on parle aussi de transition sociale, on parle aussi de transition territoriale là-dedans. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc par transition, on peut aussi entendre parfois les petites figures que vous avez en bas, économie, écologie, gouvernance, sociale, territoire, qui sont certains des piliers qu'on reconnaît généralement comme étant les piliers de la RSE. Alors ça se discute aussi, certains mettent 4 piliers, 5, 7, mais globalement ça revient assez souvent, ça permet de synthétiser un petit peu ces ODD. Et puis il y a parfois sur certains territoires des initiatives qui sont intéressantes et inspirantes aussi et qui donnent un cadre. Chez nous en Bretagne on a la Brescop, qui est une initiative très intéressante régionale et qui permet d'adapter justement les ODD à l'échelle locale déjà. Donc en fait on manque pas d'inspiration déjà quand on veut définir sa vision des transitions. L'idée, enfin le message qui pourrait être passé, c'est que même s'il y a un cadre global, même s'il y a des choses qui reviennent, ce qui est important, c'est évidemment de faire du sur-mesure pour son territoire et de prendre les exceptions qui sont les plus intéressantes pour son territoire pour pouvoir avancer concrètement. L'idée, c'est vraiment de faire du sur-mesure. Nous, par exemple, à Finistère 360, qui est donc l'agence d'attractivité satellite du département du Finistère, on a retenu les 5 piliers de la RSE que vous avez en bas à droite sur l'écran, et puis on a retenu une grosse dizaine de familles de transitions sur lesquelles on voulait travailler. Alors il y en a qui sont classiques, justement les transitions dans le domaine de l'écologie, transition sociale, puis d'autres qui nous sont plus spécifiques. On a retenu les transitions maritimes, évidemment, Finistère oblige, des transitions autour du bien manger. On a quelques enjeux agri-agro sur le territoire. Les transitions touristiques, parce que historiquement, les agences d'attractivité se préoccupent beaucoup de questions touristiques aussi, puisqu'il s'agit d'avoir une approche globale de l'attractivité, où on souhaite autant avoir des gens qui s'installent sur le territoire durablement que de gens qui commencent par avoir un premier séjour et puis qui ont peut-être envie de revenir, voire de devenir finistériens. Donc on est dans ce cadre-là. Donc nous on a fait notre miel comme ça. En gros 11 à 13 familles de transition et puis 5 piliers de la RSE RSO qui nous ont guidés. C'est tout à fait arbitraire. Donc selon comment vous voulez vous saisir de ça sur vos territoires, vous pouvez avoir des approches très différentes. Mais en tout cas c'est très intéressant de s'inspirer de tout ça. Pourquoi est-ce que les transitions représentent un très beau sujet, un très beau potentiel pour les synergies territoriales, pour plusieurs raisons. En tout cas, nous, dans notre vécu, on a trouvé plusieurs raisons à ça. Tout d'abord, c'est un sujet qui est universel. On n'a pas, à moins de vivre dans une grotte ces dernières années, on n'a pas pu passer à côté du sujet des transitions, que ça soit à titre professionnel ou à titre personnel. C'est quelque chose qui, chez nous, a vraiment
suscité de l'engouement très très vite. Quand on a commencé à sonder sur le territoire en disant qui est-ce qui est intéressé pour travailler avec nous sur les transitions, il y a eu beaucoup de mains qui se sont levées. Donc c'est un sujet sur lequel il y a de l'enthousiasme, il y a de l'investissement rapidement. C'est universel parce que ça intéresse tous les secteurs d'activité et tous les statuts, que vous soyez entreprise, salarié, asso, que vous soyez dans l'industrie, que vous ayez votre petite boîte à vous, une petite boîte d'artisanat, que vous soyez salarié sur une boîte classique, vous avez vraiment intérêt à vous investir sur ces sujets-là quoi qu'il arrive. En tout cas, au moins l'extérieur, vos clients, vos fournisseurs, vos politiques vous ont forcément interpellé, quel que soit votre statut, sur ces sujets-là pour vous y investir. Donc vous avez forcément intérêt à y aller. Et donc comme c'est universel et comme tout le monde doit s'y mettre un petit peu en même temps, parfois en ordre dispersé, c'est un sujet sur lequel il y a des grosses attentes en termes de benchmark et de recherche de solutions pragmatiques au quotidien sur ok, mais par quel bout je prends cet immense sujet que sont les transitions. Rien que si on prend les transitions écologiques, on est sur un sujet immense. Alors si on voit ça de manière plus globale dans des logiques de développement durable, on s'en sort pas, ou en tout cas on sait pas par où commencer au départ. Donc il y a de grosses attentes en matière de benchmark. Nous, on l'a vu très rapidement. On a lancé ce qu'on a appelé un parcours transition pour les nuls sur le territoire, avec un certain nombre d'acteurs qui nous suivent sur une année, avec des cycles de conférences un peu partout sur le département, des acteurs qui ont des statuts effectivement très très différents, mais qui sont tous engagés sur ces sujets-là. Donc, on va avoir des rencontres sur comment mieux travailler ensemble, des rencontres sur comment mieux manger, des rencontres sur tout un tas de familles de transition, et une fois ça peut être un chef d'entreprise, une fois ça peut être un EPCI qui intervient, une fois ça va être un autre statut. L'idée c'est que tout le monde a quelque chose à apprendre et quelque chose à apprendre aux autres sur ce genre de sujet. Et dans ces rencontres, on peut avoir autant une DG d'entreprise qui vient parce qu'elle est en train de lancer son plan RSE et que ça l'intéresse de voir un petit peu ce qui se fait ailleurs. On peut avoir un artisan qui s'intéresse prioritairement à comment il gère sa relation fournisseur, comment peut-être il se fournit ailleurs, peut-être plus localement, peut-être plus éthique. On va avoir des collectivités territoriales qui viennent en disant coucou, nous on aimerait bien être territoire d'expérimentation parce que on voit des choses intéressantes. Et évidemment, il y a un intérêt business dans ces rencontres pour certains, puisque comme ils sont tous dans le même bateau sur le plan des valeurs, ils ont envie plutôt de travailler ensemble qu'avec d'autres, et ça permet à certains de gagner du temps sur de la recherche de prestataires, de partenaires, de fournisseurs. Un autre intérêt de ces sujets de transition quand il s'agit de faire du lien entre les gens, c'est que c'est un sujet à très faible coût d'entrée. C'est devenu un sujet à très faible coût d'entrée. On s'imaginait encore il y a quelque temps qu'il fallait être expert, qu'il fallait être ingénieur en je ne sais quoi pour se préoccuper des transitions. On a besoin d'experts, certes, mais pour commencer à s'intéresser à ces sujets-là, aujourd'hui, on n'a jamais eu aussi facilement accès à plein d'informations. On n'a jamais été aussi bien entouré, aussi bien informé sur ces sujets. On n'a jamais autant baigné dedans, même à titre perso, à titre particulier. Donc, pour se lancer, c'est facile d'avoir des clés autour de soi. Et donc, du coup, le coût d'entrée est devenu très, très faible. Tout le monde peut se lancer à petits pas. Sans avoir une ambition extraordinaire au départ, on peut être ambitieux sur l'objectif final et se dire pour autant je vais y aller doucement au départ, et puis on n'est pas obligé de se lancer sur toutes les transitions à la fois. On peut assumer qu'on va commencer d'abord par dans une entreprise par exemple par le volet interne, en disant que si on bosse sur les transitions du monde du travail, ça permettra aussi d'inspirer les collègues, les salariés, les agents pour s'investir dans d'autres familles de transition. Il y a d'autres approches possibles. Souvent, c'est les transitions écologiques, environnementales qui viennent en premier, mais d'autres se lancent d'abord sur d'autres familles de transition. Toujours est-il que c'est devenu une thématique sur laquelle on s'investit très très facilement. Et puis, il y a un côté à la carte. Avant de passer à la slide suivante, il y a un petit côté à la carte qui est très pragmatique aussi, quand il s'agit de déployer des choses sur les transitions, c'est qu'effectivement, on peut se lancer de manière différenciée.
sur tous ces sujets-là, et on peut se lancer de manière différenciée, non seulement en termes de thématiques, mais en termes de rythme. On peut aller très très vite sur certaines thématiques parce qu'on a les bonnes RH à l'instant T, on a les bons partenaires, et puis sur d'autres, on sait que ça sera un petit peu plus compliqué. Je prends par exemple, aujourd'hui on va parler notamment de transition numérique. On sait que sur le territoire finistérien, on partait pas super gagnant sur ces questions-là au départ. On sait que on sera pas pionnier du jour au lendemain là-dessus. On sait que voilà, on va d'abord dans certains bouts du territoire rattraper le cours des choses, et puis ensuite on envisagera d'innover en la matière, même si on a certains acteurs qui arrivent à aller plus loin. En revanche, sur d'autres transitions, on peut être très à la pointe, effectivement, sur des transitions notamment écologiques, environnementales. Il y a des initiatives hyper intéressantes et pionnières au niveau national qui se passent sur notre territoire. Donc, ce caractère à la carte permet de s'investir sans être dans des logiques de où on est bon globalement ou on n'est pas bon du tout, mais on peut être bon sur certaines parties et pas tout de suite sur d'autres. Et l'intérêt pour les individus, c'est qu'effectivement, tout le monde va apprendre des choses là-dessus. D'où le fait qu'on a beaucoup de monde quand on organise des cycles de formation ou des conférences sur ces sujets-là. C'est parce qu'il y a toujours des gens qui, même l'intervenant du cycle d'avant, pour cette fois-ci, il va venir dans le public et puis il va avoir envie d'apprendre autre chose sur quelque chose sur lequel il est un petit peu moins en avance. Donc tout ça permet d'ouvrir des perspectives, d'ouvrir le champ des possibles aussi à certains acteurs. Quand on parle de un peu plus de 10 familles de transition, il y a des acteurs qui ont investi dans 3-4 et qui voyaient pas trop comment ils pouvaient investir d'autres. Donc ça donne envie. Ça permet aussi de pas épuiser toujours les mêmes, de pas solliciter toujours les mêmes, d'avoir cette logique un petit peu à la carte et de dire que tout le monde a à apprendre sur ces questions, mais peut apprendre des choses aux autres. Ça permet aussi de faire tourner les sollicitations. Et ça crée évidemment de l'émulation. Juste avant de passer à la slide suivante, je vous ai mis quelques photos d'acteurs engagés du territoire juste pour vous donner des exemples de la diversité de ce qu'on a. On a le Low Tech Lab en haut à gauche avec le voilier Corentin Châtel-Perron qui est assez connu au niveau national, donc investi sur de la low tech. En deuxième, à sa droite, Marie Le Barbier, Jeune Chambre économique du Finistère, qui sont très investis sur des questions de nouvelle citoyenneté, formation des jeunes aux enjeux citoyens et de collectivité. Karine Baranger, tout à droite, qui se préoccupe de lancer une appli à destination des acteurs du nautisme pour leur permettre de mieux gérer leur consommation de fluide. Donc super intéressant, et ça fait le lien avec les transitions numériques. Et en bas, vous avez des chefs d'entreprise. Vous avez Nividi Skin qui est investi dans les cosmétiques verts sur l'île d'Ouessant. Vous avez Grain de Sale qui fait de la chocolaterie et des cafés, et ils se fournissent uniquement grâce à un voilier. Donc ils font un voyage par an pour se fournir, etc., etc. Vous avez Au Goût du Jour, une association qui s'occupe du bien manger. Donc voilà, je passe très très vite sur la dernière slide du coup parce que j'ai déjà écoulé mon temps. Le dernier message que je voulais vous faire passer pour aujourd'hui, c'est que les transitions, c'est aussi, c'est pas seulement pour les grosses boîtes, c'est pas, et même au contraire. Nous, on le voit par rapport aux acteurs qu'on a, c'est souvent les petites boîtes avec une approche native, c'est-à-dire qui ont eu la réflexion depuis le départ sur comment je fais pour avoir une boîte qui correspond à mon éthique, comment je gère tous mes achats, comment je gère mes circuits avec ma clientèle, comment je gère l'ensemble de mes pratiques, comment je recrute pour avoir une approche en lien avec mon éthique, qui vont apprendre des choses aux autres. Tandis que les grosses boîtes sont obligées de restructurer, reconstruire, se remettre en question. C'est beaucoup plus difficile quand on a des fonctionnements évidemment déjà actés, de refaire le choix de son éthique et de tout remettre à plat. Que quand on a une approche native. Donc souvent les plus petits ont beaucoup de choses à apprendre aux plus grands, qui eux vont les aider à se valoriser. Je fais très très court là-dessus, j'avais pas mal de choses à dire, donc je le renvoie aux questions. En gros l'idée c'est que sur ces questions de transition, on a à la fois beaucoup d'attentes des acteurs. Ça peut marcher très vite et très fort selon les écosystèmes que vous avez, et s'il y a déjà des acteurs qui sont positionnés sur ces questions-là. Et le message principal, c'est quand le lien est créé, après les acteurs s'en saisissent d'eux-mêmes, et puis les partenariats se font un petit peu tout seuls. Donc là aussi les institutionnels peuvent prendre du recul, et du coup ça se développe entre acteurs eux-mêmes. Voilà, désolée d'avoir été un peu longue. Merci beaucoup pour cette intervention.